Une guerre, des millions de morts, un continent en ruine. Adolf Hitler était le visage de la terreur, mais son héritage s'étendait au-delà du champ de bataille. Et si je vous disais que les secrets les plus terrifiants du Troisième Reich n'ont pas encore été entièrement révélés? Que cachent les tunnels sous les montagnes polonaises? Que transportait le train blindé disparu sans laisser de traces? Et qu'en est-il des trésors, de l'or perdu, des objets volés encore enfouis sous terre? Voici les 13 découvertes les plus effrayantes après la Seconde Guerre mondiale. Le train d'or nazi, mythe, mystère et obsession. Dans le sud de la Pologne, au cœur des forêts denses et des montagnes des Sudètes, se cache une légende aussi fascinante qu'effrayante, le train d'or nazi. Selon des récits publiés dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, un convoi blindé chargé d'or, de bijoux, d'œuvres d'art volées et d'autres trésors inestimables a disparu sans laisser de traces, tandis que les forces du Troisième Reich se retiraient devant l'avancée inexorable de l'armée rouge. Nous étions en 1945. Les lignes allemandes s'effondraient et le chaos régnait dans les derniers bastions du régime. Conscient de sa défaite imminente, le haut commandement nazi commença à cacher les trésors pillés au fil des ans dans l'Europe occupée. L'une de ces prétendues cargaisons fut chargée sur un train fortifié, destiné à atteindre la ville de Wałbrzych, mais elle n'atteignit jamais sa destination, elle disparut. Et c'est à partir de ce moment que la légende commença. Selon les versions les plus répandues, le train aurait été détourné vers un réseau secret de tunnels souterrains construit dans le cadre de l'énigmatique projet Riese, une prouesse d'ingénierie nazie colossale cachée au cœur des monts Hohl. Ces tunnels, creusés grâce au travail forcé des prisonniers des camps de concentration, étaient destinés à abriter des usines, des bunkers, voire des cachettes pour les dirigeants du régime. Là, au milieu de passages secrets et d'entrées effondrées, beaucoup pensent que le train a été délibérément enterré pour ne jamais être retrouvé. Des décennies passèrent et l'histoire fut alimentée par des rumeurs, des témoignages douteux et des documents vagues. Mais en 2015, la légende prit vie avec une force inattendue lorsque 2 chasseurs de trésors, équipés d'une technologie de balayage du sol, affirmèrent avoir localisé le train. Les autorités polonaises réagirent avec prudence, autorisant des fouilles surveillées près de la ville. Les médias du monde entier se ruèrent sur le site, attendant la révélation du siècle. Cependant, après des mois de recherche, aucun train n'a été retrouvé. Les signaux détectés sous terre se sont révélés être des formations géologiques. Pourtant, la ferveur ne s'est pas estompée, car ce qui donne sa force à cette histoire, ce n'est pas seulement la possibilité d'une cargaison perdue, mais ce qu'elle symbolise, l'avidité débridée du nazisme, son obsession pour le contrôle, l'art et l'or, et le désir perpétuel d'effacer ses traces. Les sceptiques soutiennent que le train d'or nazi n'est rien d'autre qu'un mythe né du chaos de la fin de la guerre. Mais pour beaucoup, l'absence de preuve n'est pas une preuve de son inexistence, mais plutôt le signe d'un secret bien gardé. Pendant ce temps, le site de Wałbrzych continue d'être scruté par des rêveurs, des chasseurs de trésors et des chercheurs, tous s'interrogeant. Et s'il existait vraiment? La machine Enigma, le langage caché du pouvoir. Au cœur de la guerre, alors que chaque message pouvait faire la différence entre la vie et la mort, les nazis disposaient d'un avantage technologique apparemment insurmontable, la machine Enigma. Ce dispositif de cryptage devint le symbole du secret militaire allemand, une barrière quasi impénétrable pour les Alliés, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. L'histoire d'Enigma commence avant la guerre. Conçu à l'origine par l'ingénieur allemand Arthur Scherbius dans les années 2020 comme un outil de communication sécurisé pour les entreprises, il a rapidement attiré l'attention des forces armées du Troisième Reich. Son mécanisme était ingénieux. Une série de rotors interchangeables qui, lorsqu'on les tournait, transformaient chaque lettre saisie en une autre. À chaque frappe, les rotors tournaient, créant une nouvelle configuration. Cela représentait des milliards de combinaisons possibles, rendant le message codé quasiment indéchiffrable, à moins de connaître la configuration exacte du jour. Les nazis faisaient tellement confiance à Enigma qu'ils l'utilisaient pour coordonner leurs opérations sur tous les fronts, sous-marins, aviation, mouvements de troupes, contre-espionnage. La machine était petite, portable, et son interface ressemblait à celle d'une simple machine à écrire. Mais sa véritable puissance résidait dans sa complexité.
Aux yeux de l'ennemi, toute transmission codée par Enigma n'était guère plus que du charabia. Mais dans l'obscurité de la guerre, un autre esprit travaillait silencieusement à briser ce mur. À Bletchley Park, en Angleterre, un groupe de brillants mathématiciens, cryptographes et linguistes se consacrait exclusivement au déchiffrement du code Enigma. Le plus célèbre d'entre eux, Alan Turing. Son nom, connu aujourd'hui de tous les passionnés d'informatique, était alors celui d'un jeune mathématicien excentrique dont les idées allaient révolutionner non seulement la guerre, mais le monde entier. Grâce à une combinaison de logique mathématique, d'ingénierie mécanique et d'un peu d'espionnage, notamment grâce à la récupération d'une machine Enigma capturée à bord d'un sous-marin allemand, les Britanniques parvinrent à construire une machine électromécanique baptisée « Bombe », capable d'essayer chaque jour des milliers de combinaisons à la recherche de la clé. Le travail était titanesque, chronométré et secret. Chaque jour, les nazis modifiaient les paramètres d'Enigma, et les Alliés devaient les déchiffrer de A à Z. Finalement, en 1941, l'équipe de Bletchley Park parvint à déchiffrer le code Enigma de manière constante. Cet exploit leur permit d'intercepter et de lire des milliers de messages allemands, anticipant ainsi les attaques, détournant les flottes et raccourcissant considérablement la guerre. On estime que grâce au déchiffrement d'Enigma, le conflit prit fin 2 ans plus tôt qu'il ne l'aurait été autrement. Paradoxalement, cette victoire silencieuse dut rester secrète même après la guerre, afin de ne pas alerter les autres gouvernements des capacités de décryptage britanniques. Les contributions de Turing et de son équipe ne furent reconnues que bien plus tard, après la mort de nombre d'entre eux. La chambre d'ambre, le trésor disparu du tsar et des nazis. Imaginez une pièce dont les murs scintillent comme l'éclat d'un éternel coucher de soleil, faite de panneaux d'ambre polis, baignés de feuilles d'or, et de miroirs reflétant la lumière comme si le temps s'était arrêté à son zénith. Bienvenue dans la légendaire chambre d'ambre, autrefois surnommée la 8e merveille du monde. Mais derrière cette splendeur se cache un mystère. Elle a disparu pendant les pires années de la Seconde Guerre mondiale, et depuis, sa localisation est l'objet de persécutions, de théories et d'obsessions. Créée entre 1701 et 1714 par le sculpteur allemand Andreas Schlüter et le maître ambré danois Gottfried Wolfram, cette pièce était initialement destinée au palais de Charlottenbourg à Berlin. Lorsque le roi Frédéric Guillaume Ier l'offrit à Pierre le Grand en 1716, elle fut installée au palais Catherine à Tsarskoye Selo, près de Saint-Pétersbourg. La pièce couvrait finalement plus de 55 mètres carrés et contenait plus de 6 tonnes d'ambre ornées de reliefs complexes, de marbre, de dorures, de pierres précieuses et de miroirs. En 1941, au début de l'invasion de l'URSS, les conservateurs tentèrent de le camoufler avec du papier peint, mais il fut découvert. En seulement 36 heures, il fut démonté et transféré à Königsberg, aujourd'hui Kaliningrad, sous contrôle allemand. Peu après, une exposition fut inaugurée au château local. Avec l'avancée de l'armée rouge en 1945, les archives furent perdues. Le château fut bombardé par la RAF en août 1944 et partiellement détruit par les troupes soviétiques après leur occupation le 9 avril 1945. L'emplacement de la chambre d'ambre reste un sujet de spéculation presque magique. Destruction lors des bombardements de Königsberg en 1944-1945. Plusieurs rapports soviétiques, dont celui du chercheur Alexander Brussov, concluent que la pièce a été détruite à cette époque. Coulée sur un navire, comme le Wilhelm Gustloff ou d'autres navires, trésors nazis, après avoir quitté Gdynia. Cachée dans des mines secrètes, soit dans des tunnels sous Königsberg, soit dans des bunkers voisins, soit dans des mines de sel de Göttingen, en Allemagne, sous le code chambre d'ambre B-SHW. Submergée dans un lac alpin, hypothèse selon laquelle des officiers allemands auraient coulé des caisses dans le lac Toplitz. Réplique et canular, théorie selon laquelle les soviétiques, voire Staline, auraient dissimulé la pièce authentique en la remplaçant par des répliques avant que les nazis ne la pillent. Depuis les années 1950, archéologues, chasseurs de trésors et gouvernements ont fouillé les ruines du château à la recherche de mines de sel, de bunkers et de lacs. Des stratégies radars, des relevés et des forages souterrains ont révélé des salles en briques sous d'anciens bunkers, mais sans retrouver la salle d'origine. Le trésor du lac Toplitz a retenu leur attention, bien qu'aucun panneau d'ambre n'ait jamais été découvert,
Plusieurs chercheurs impliqués dans les recherches ont été victimes d'accidents ou de décès mystérieux, ce qui a alimenté les rumeurs d'une malédiction. Selon certaines sources, un chercheur est mort dans un accident de voiture, un autre a été retrouvé dans une forêt bavaroise avec des blessures suspectes, ce qui alimente la croyance que quiconque s'approcherait trop près de la pièce finirait par connaître le malheur. En 1979, l'URSS décida de reconstruire la salle ukrainienne à partir de fragments photographiés en noir et blanc, reconstitués selon des techniques rétro-baroques et à partir de matières premières provenant de l'ambre de Kaliningrad, 90% de l'ambre mondial. Achevée en 2003, elle fut inaugurée par Poutine et Schröder à l'occasion du tricentenaire de Saint-Pétersbourg. La réplique nocturne éblouit le visiteur, mais laisse un goût amer. La salle d'origine est toujours manquante. Des fragments retrouvés, comme une mosaïque italienne en 1997, ont suscité l'espoir. D'autres collectionneurs ont prétendu détenir des panneaux, mais ont été discrédités. De récentes investigations dans des mines bavaroises révèlent des dissimulations nazies et les équipements modernes utilisent le géoradar et la prospection. En 2020, une épave, le SS Karlsruhe, a été retrouvée avec des caisses susceptibles de contenir des restes, mais son contenu était militaire et non la salle. Aujourd'hui, les théories sont nombreuses. La salle a été détruite, coulée, enfouie, volée ou dissimulée comme secret d'État. Les autorités russes affirment qu'elle a été détruite à Königsberg, tandis que les chasseurs continuent de fouiller les lacs, les mines, les bunkers et les navires coulés. La salle est devenue une légende mondiale, symbole d'art perdu, de mémoire historique et de mystères non résolus. La chambre d'ambre n'était pas seulement un trésor impérial. Elle incarnait les rêves, la fierté et la culture. Sa disparition révèle la banalité de la destruction au service de l'idéologie. La chambre reconstituée est un hommage, mais son utopie originelle demeure cachée dans l'ombre. Et tant que quelqu'un poursuivra ses recherches avec détermination, découvrant des secrets, peut-être un jour ce coucher de soleil renaîtra-t-il sous forme de résine dorée des décombres de l'histoire. Les manuscrits de la mer morte, écho d'une foi ancienne en temps de guerre. Sur les rives de la mer morte, dans une région aride et désertique d'une beauté silencieuse, un jeune berger bédouin de la tribu Tahamiré jeta une pierre dans une grotte à la recherche d'une chèvre perdue. Nous étions en 1947 et la Palestine, encore sous mandat britannique, était en proie à des tensions politiques et religieuses. Mais ce que ce jeune homme, nommé Mohamed Ed-Dib, entendit n'était pas un simple bruit de rebond sur un rocher. C'était le craquement caractéristique d'un récipient qui se brise. Sans s'en rendre compte, il avait initié l'une des découvertes archéologiques les plus marquantes du XXe siècle, la découverte des manuscrits de la mer morte. À peine 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde respirait encore au milieu des ruines et de la reconstruction. La guerre avait laissé de profondes cicatrices, tant physiques que spirituelles. Des nations détruites, des peuples entiers décimés et un traumatisme culturel latent réclamant réponse, sens et rédemption. Dans ce contexte de bouleversements mondiaux, la découverte d'anciens manuscrits bibliques n'était pas une simple anecdote archéologique, mais un événement chargé d'implications philosophiques, théologiques et même politiques. Les manuscrits ont été découverts dans une région appelée Qumran, au nord de la mer Morte, sur ce qui est aujourd'hui la Cisjordanie. Là, dissimulés dans une série de 11 grottes, reposaient plus de 900 manuscrits et fragments, dont beaucoup étaient soigneusement roulés et conservés dans des jarres en argile. Les textes étaient écrits en hébreu, en araméen et en grec, et datèrent d'une période comprise entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Leur état de conservation, surtout dans un climat aussi rigoureux, était remarquable. Ils comprenaient des copies de textes bibliques, des commentaires exégétiques, des règles monastiques, des hymnes liturgiques, des documents juridiques et des écrits apocalyptiques. Parmi les textes les plus marquants figurait le livre d'Isaïe dans son intégralité, plus ancien de plus de 1000 ans que toute autre version connue jusqu'alors. On remarquait également le manuel de discipline, qui offrait un aperçu détaillé de la vie communautaire des auteurs, et l'énigmatique rouleau du temple, qui décrivait minutieusement les dimensions et les règles du temple idéal. Un autre manuscrit, connu sous le nom de rouleau de cuivre, était une liste de prétendus trésors cachés,
écrites non pas sur papyrus ou parchemin, mais sur de fines feuilles de cuivre martelées, suggérant une finalité totalement différente des autres. Qui étaient les auteurs de ces manuscrits? L'hypothèse la plus largement acceptée par les spécialistes évoque une secte juive connue sous le nom d'Esséniens, un groupe apocalyptique et séparatiste qui, en désaccord avec le sacerdoce officiel du Temple de Jérusalem, se retira dans le désert pour vivre une vie de pureté et se préparer spirituellement à l'avènement imminent du royaume de Dieu. Cette communauté, composée peut-être de quelques centaines d'hommes seulement, menait une vie austère suivant des règles strictes de pureté rituelle, de célibat, de partage des biens et de prière constante. Pour eux, préserver la parole écrite était une forme de résistance et de sainteté. La parution de ces textes coïncida avec un moment charnière de l'histoire du Moyen-Orient. Le mandat britannique était sur le point de prendre fin et, en 1948, la naissance de l'État d'Israël allait être proclamée. L'archéologie, qui jouait déjà un rôle politique dans la légitimation des récits territoriaux, fut ébranlée par cette découverte. Les manuscrits furent contestés par divers acteurs, des Bédouins cherchant à les vendre, des antiquaires comme Kando à Bethléem et des personnalités religieuses comme le métropolite Mar Athanase, Yeshua Samuel de l'église syriaque orthodoxe et des érudits israéliens qui les ont ensuite acquis. Certains rouleaux ont même été vendus dans des petites annonces du Wall Street Journal avant d'être achetés par des intermédiaires dans l'État hébreu. C'est dans les années 1950 que les efforts systématiques de classification, de traduction et de préservation des manuscrits furent consolidés. En 1965, l'État d'Israël inaugura le sanctuaire du livre, un bâtiment blanc en forme de pot au musée d'Israël à Jérusalem, destiné à abriter les manuscrits les plus importants. Le contraste entre le dôme, la pierre blanche du sanctuaire et la pierre noire du bâtiment qui l'accompagne représente la dualité entre la lumière et l'obscurité, entre la connaissance révélée et la connaissance cachée. Mais au-delà de leur contenu religieux ou de leur valeur archéologique, les manuscrits de la mer Morte sont devenus un symbole puissant. Dans un monde qui venait de connaître l'Holocauste, la destruction des synagogues, l'autodafé des livres et la persécution systématique d'une culture entière, ces manuscrits sont apparus comme des témoins anciens d'un autre exil, d'un autre combat, d'une autre foi qui s'était cachée pour ne pas périr. L'écho de leur message a transcendé les siècles et a rappelé que la résilience spirituelle, le besoin de préserver la parole et la mémoire sont des impulsions aussi vieilles que l'humanité elle-même. Aujourd'hui encore, les parchemins demeurent un objet d'étude, de controverse et d'émerveillement. De nouvelles technologies, comme le balayage multispectral, ont permis de retrouver des lettres invisibles et de reconstituer des fragments épars. Parallèlement, leur héritage soulève des questions contemporaines. Qui a le droit de préserver les trésors du passé? Les textes religieux anciens peuvent-ils offrir une orientation dans un monde moderne fragmenté? La foi, écrite sur parchemin, est-elle une réponse au chaos du présent? Le bunker de la fureur, la fin dans l'ombre de Berlin. Sous les ruines fumantes de Berlin, ensevelies sous des tonnes de béton, d'acier et de désespoir, se trouvait le Führerbunker, dernier bastion d'un régime condamné, tel un sarcophage. Là, profondément sous terre, loin de la lumière et du jugement du monde extérieur, Adolf Hitler vécut ses derniers jours, entouré de loyalistes, de traîtres et des cadavres symboliques d'un empire en ruine. Ce qui avait commencé comme une construction militaire pragmatique s'est transformé en un théâtre claustrophobe de l'apocalypse nazie. Initialement conçu comme partie intégrante du complexe de bunkers de la chancellerie du Reich, sa construction fut renforcée en 1944 lorsque la menace des bombardements alliés devint insoutenable. Situé à environ 8 mètres sous terre et protégé par des couches de béton pouvant atteindre 4 mètres d'épaisseur, le complexe était divisé en 2 zones principales, le Vorbunker ou Antebunker et le Führerbunker lui-même, plus profond et réservé aux échelons supérieurs. Le lieu comptait 15 pièces communicantes, toutes meublées simplement, avec des murs en béton et une humidité constante qui imprégnait chaque recoin. Mais aucune armure physique ne pouvait contenir la décomposition interne du leadership nazi. En avril 1945, alors que l'armée rouge assiégeait Berlin et que les fronts occidentaux se rapprochaient comme des tenailles, Hitler abandonna toute prétention à un leadership stratégique. Il se réfugia dans la clandestinité auprès de son entourage proche.
Eva Braun, sa compagne de longue date, Joseph et Magda Goebbels, fervents défenseurs du dogme nazi, Martin Bormann, son impénétrable secrétaire personnel, et d'autres hauts fonctionnaires qui préférèrent l'accompagner jusqu'au bout plutôt que d'affronter le monde extérieur. En apparence, Berlin était devenu un cauchemar urbain, décombres, incendies, cadavres et civils pris entre deux feux. Mais dans le bunker, le déni régnait. On organisait des déjeuners protocolaires, on écoutait des bulletins radio divulgués et on feignait de planifier tandis que la réalité se fragmentait. Hitler, voûté, prématurément vieilli et ravagé par la maladie de Parkinson, recevait des officiers avec des cartes inutiles et donnait des ordres que personne n'obéissait plus. Les trahisons imaginaires se multipliaient. Une paranoïa latente régnait, comme si les murs eux-mêmes pouvaient devenir des ennemis. La folie finale fut scellée le 29 avril 1945, lorsque Hitler, dans un acte déconnecté de la réalité, épousa Eva Braun lors d'une cérémonie brève et solennelle présidée par un fonctionnaire subalterne du parti. Quelques heures plus tard, il dicta son testament politique, accusant les Juifs d'être responsables de la guerre et qualifiant Hermann Göring et Heinrich Himmler de traîtres. Le lendemain, 30 avril, Hitler et Eva se suicidèrent dans le salon du bunker. Il se tira une balle dans la tempe avec un pistolet Walter PPK. Elle, comme elle l'avait promis, ingéra du cyanure. Leurs corps furent rapidement enveloppés dans des couvertures, aspergés d'essence et incinérés dans le jardin de la chancellerie, conformément aux instructions du dictateur lui-même, qui craignait le sort que Mussolini avait subi quelques jours plus tôt. Mais l'horreur ne s'arrêta pas là. Magda et Joseph Goebbels, après avoir tenté en vain de négocier une reddition avec les soviétiques, décidèrent eux aussi de se suicider. Auparavant, ils empoisonnèrent leurs 6 enfants avec des comprimés de cyanure pendant leur sommeil. La scène finale était d'une froideur terrifiante. Une mère coiffait ses filles et leur donnait des bonbons, sachant que ce serait son dernier acte maternel. Puis, les 2 adultes sortirent dans la cour du bunker et se suicidèrent. Joseph se suicida, Magda ingéra du poison. Leurs corps furent également brûlés, quoique partiellement. Lorsque les troupes soviétiques prirent finalement Berlin le 2 mai, elles découvrirent le bunker partiellement détruit, pillé par les soldats et dépouillé de toute gloire. Il n'y avait ni or ni trophée, ni technologie secrète. Seulement une humidité fétide, des meubles en ruine et des documents froissés. Pour les soldats qui s'enfoncèrent dans ces bas-fonds obscurs du nazisme, c'était comme pénétrer dans la caverne d'un monstre mort. Pendant la guerre froide, le site fut bouclé par la RDA, République démocratique allemande, et dans les années 90, les vestiges visibles furent démolis. Avec la réunification allemande, le quartier fut reconstruit en zone résidentielle. Aujourd'hui, l'emplacement exact du Führerbunker est devenu un parking, entouré de bâtiments modernes. Une plaque discrète, installée en 2006 après un long débat public, marque le site, mais sans commémoration ni mise en scène. L'Allemagne a choisi de ne pas monumentaliser le site, afin d'éviter qu'il ne devienne un objet de culte pour les néo-nazis ou les révisionnistes. Pourtant, l'histoire ne peut être cachée sous l'asphalte. Les images, les témoignages, les documents, tout est encore là. Le Führerbunker demeure le symbole de la fin d'une ère de barbarie. Ce n'était pas seulement un refuge physique, c'était un mausolée anticipé, l'acte final d'une tragédie écrite par le feu, l'acier et la propagande. Dans ce sous-sol scellé, non seulement une guerre s'est terminée, mais un délire s'est éteint. L'écho des derniers mots, des cris et des murmures semble encore résonner entre ces murs invisibles, car la fin du Troisième Reich ne s'est pas produite sur un champ de bataille, mais dans un couloir humide et souterrain, où la peur, l'orgueil blessé et le déni ont creusé la tombe d'une idéologie qui se croyait invincible. Au cœur mort de Berlin, le monde a été témoin du prix de l'obéissance aveugle, du fanatisme absolu et de la fureur dévorante. Les archives Bad Arolsen, la mémoire écrite de l'horreur. Dans une petite ville allemande appelée Bad Nischet, au cœur de collines paisibles et de rues tranquilles, Arolsen abrite l'un des fonds documentaires les plus marquants du XXe siècle. Les archives d'Arolsen, également connues sous le nom de Service international de recherche, constituent une vaste collection de plus de 30 millions de documents relatifs aux victimes du nazisme, déportés, esclaves, assassinés et disparus.
À première vue, le complexe immobilier ne laisse pas présager le poids de l'histoire qu'il renferme. Mais, une fois à l'intérieur, l'atmosphère change. Étagères à perte de vue, dossiers usés, lettres manuscrites, listes dactylographiées, photographies de visages décolorés. Tout ici évoque une seule chose, le témoignage. Ces archives ont été créées par la Croix-Rouge internationale à la fin de la guerre, avec l'objectif urgent d'aider des millions de personnes à retrouver leurs proches disparus. Prisonniers des camps de concentration, travailleurs forcés, enfants séparés de leurs parents, nombre d'entre eux ont disparu sans laisser de traces. Haraldsen est devenu un phare pour ceux qui cherchaient des réponses au milieu du silence. Au fil des ans, sa fonction a évolué. Ce qui était au départ une œuvre humanitaire est devenu un document historique, une preuve judiciaire, un outil de mémoire et de justice. Documents d'Auschwitz, de Dachau, de Buchenwald, listes de transport, dossiers médicaux, certificats de décès, chaque page est un fragment de vie et de mort qui refuse l'oubli. Pendant des décennies, les archives n'ont pas été entièrement accessibles. Pour des raisons de confidentialité et de sensibilité diplomatique, leur contenu a été restreint. Ce n'est qu'en 2007 qu'elles ont été officiellement ouvertes au public. Depuis, des milliers de descendants ont pu reconstituer le destin de leurs proches, souvent pour la première fois. L'un des aspects les plus marquants de ces archives est leur dimension humaine. Il ne s'agit pas seulement de chiffres. On y trouve des lettres d'enfants à la recherche de leurs parents, des témoignages de survivants relatant ce qu'ils ont vu, des traces d'effets personnels confisqués, bagues, montres, valises. Tout est consigné avec une précision brutale. Depuis 2016, un effort de numérisation a permis de mettre en ligne une partie des archives, permettant ainsi à des personnes du monde entier d'accéder à ces documents. Ce travail a été non seulement technique, mais aussi éthique. Comment présenter ces horreurs sans les transformer en spectacle? Comment éduquer sans blesser? Comment honorer les victimes à travers la réalité? Archives. Haraldsen ne sont ni un musée ni un tombeau. Elles sont un pont entre l'histoire et la mémoire, un avertissement inscrit sur des millions de pages, nombre d'entre elles souillées par le passage du temps, d'autres par des déchirures invisibles. À une époque où le négationnisme et la désinformation menacent à nouveau, ces archives constituent une barrière documentaire contre l'oubli. Tant que ces archives existeront, tant que l'écho des noms qui y sont inscrits résonnera, l'horreur ne pourra se répéter sans d'abord être rappelée. Dans un monde où la vérité est souvent diluée, Bad Haraldsen reste une bibliothèque de mémoire, une bibliothèque qui n'oublie pas. Le trésor de Yamashita, or, ombre et légende aux Philippines. Au cœur de la jungle dense de Luzon, où la terre porte les stigmates du conflit et où les racines sont mêlées à l'histoire, se cache une légende dorée née de l'horreur, le trésor de Yamashita. À mi-chemin entre mythes, conspirations et archives secrètes, cette histoire débute par une promesse impériale de richesse éternelle et se termine enveloppée de tunnels scellés à la dynamite, de dictateurs ambitieux et d'ombres qui persistent encore aujourd'hui. Le nom vient du général Tomoyuki Yamashita, surnommé le Tigre de Malaisie, pour sa rapide conquête de Singapour en 1942. Mais c'est aux Philippines, vers la fin de la guerre, que sa légende allait se confondre avec celle de l'or. Nommé commandant en chef en 1944, alors que l'empire japonais vacillait, Yamashita arriva sur un archipel devenu un champ de bataille. Bien que son implication directe soit mise en doute, on lui attribue la supervision, ou du moins l'autorisation, de l'une des opérations de pillage les plus ambitieuses du XXe siècle. Selon de nombreux témoignages et documents ultérieurs, les Japonais, avec l'aide de collaborateurs, d'esclaves asiatiques et de prisonniers alliés, ont transporté d'énormes quantités d'or, de bijoux, de statues sacrées, d'œuvres d'art volées et de reliques pillées dans des pays comme la Malaisie, la Birmanie, l'Indonésie et la Thaïlande. L'objectif était simple et brutal, cacher tout cela aux Philippines, dont la position stratégique permettrait sa reconquête après une éventuelle reconquête japonaise ou servirait de fond à une future renaissance impériale. Les trésors auraient été enfouis dans des complexes souterrains creusés à la main, dont beaucoup se trouvaient dans des grottes naturelles, des temples rasés ou des réseaux de tunnels datant de l'époque coloniale espagnole. Pour garantir le secret absolu, les points d'accès furent dynamités et des milliers d'hommes périrent avec eux, esclaves, prisonniers et même soldats japonais. Les témoignages concordent sur un détail troublant.
Les cartes étaient secrètes, même pour les constructeurs eux-mêmes. Les personnes ayant achevé les travaux n'en sortirent jamais vivantes. Après la capitulation japonaise en 1945, des rumeurs commencèrent à circuler. Nombreux étaient les habitants qui parlaient de tunnels vibrants d'échos métalliques, de soldats japonais capturés chuchotant à propos d'or caché et d'explosions mystérieuses scellant des entrées invisibles. Mais c'est dans les années 1970 que le mythe atteignit son apogée, grâce à un nom de code, Rogelio Roger Roxas. Roxas, serrurier et enquêteur amateur, prétendit avoir découvert une grotte à Baguio contenant un Bouddha en or massif de plus d'1 mètre de haut et plusieurs caisses de lingots. Selon son témoignage, la statue était creuse et contenait des diamants. Peu après sa découverte, il affirma que des hommes armés envoyés par le président Ferdinand Marcos avaient confisqué le trésor et l'avaient arrêté. Des années plus tard, Roxas mourut dans des circonstances suspectes, mais avant cela, il déposa plainte. Sa famille lança une bataille juridique aux États-Unis qui aboutit en 2005 à la reconnaissance du vol par un tribunal hawaïen, sans toutefois prouver que Marcos avait conservé l'intégralité du trésor. Le scandale a déclenché une nouvelle ruée vers l'or. Des chasseurs de trésors internationaux, d'anciens militaires, des archéologues amateurs et même des services de renseignement se sont lancés à la recherche d'indices. Certains ont affirmé avoir trouvé des coffrets portant des sceaux impériaux. D'autres ont affirmé avoir récupéré des bijoux d'origine thaïlandaise. Selon des documents divulgués, la CIA et d'autres services de renseignement auraient considéré cet or comme un fonds potentiel pour des opérations secrètes en Asie pendant la guerre froide. Des liens avec des banques suisses et des systèmes de blanchiment d'argent via des comptes cryptés dont la localisation n'a pas encore été entièrement établie ont également été révélés. Mais malgré des décennies de fouilles, d'explosions, de vols, de morts et de documentaires sensationnels, personne n'a apporté de preuves concluantes de l'existence du trésor dans son intégralité. Certains pensent qu'une grande partie a été secrètement récupérée par les États-Unis sous le commandement du général Douglas MacArthur et utilisée dans le cadre du Black Eagle Trust pour financer la lutte contre le communisme. D'autres soutiennent que la plupart des caches restent cachés, protégés par la géographie, la superstition et le silence des rares témoins survivants. Au-delà de sa possible existence physique, le trésor de Yamashita est devenu un symbole de la brutalité de la guerre, de la cupidité humaine et de l'héritage méconnu de l'impérialisme japonais en Asie du Sud-Est. Chaque lingot découvert représente non seulement une richesse, mais aussi le prix d'une occupation brutale, où des millions de personnes ont été réduites en esclavage, torturées et assassinées par un empire en chute libre. Dans la jungle humide des Philippines, encore aujourd'hui, les agriculteurs creusent en silence, motivés par des promesses transmises de génération en génération. Mais ce qu'ils recherchent n'est pas seulement de l'or. C'est un moyen de se réconcilier avec le passé, de trouver un sens aux décombres, de faire la lumière sur un chapitre que les livres officiels n'osent toujours pas écrire à l'encre. Car si l'or est là, sous terre, alors l'histoire n'est pas terminée. Et si ce n'est pas le cas, la légende de Yamashita restera un avertissement sur les secrets laissés par la guerre, sur le silence des puissants et sur ce qui arrive lorsque l'éclat de l'or éclipse la vérité. L'USS Indianapolis, naufrage, silence et requin. Au cœur de l'immensité obscure du Pacifique repose le squelette corrodé de l'USS Indianapolis, un croiseur lourd de la marine américaine dont l'histoire est devenue l'une des plus douloureuses, controversées et poignantes de toute la Seconde Guerre mondiale. Au-delà du métal coulé, ce navire porte en lui une blessure collective, une amère leçon sur le devoir, la désinformation, la négligence et la lutte terrifiante pour survivre dans l'oubli. Nous étions en 1945. Le conflit dans le Pacifique atteignait son paroxysme et le monde ignorait encore qu'une explosion nucléaire était imminente. Dans ce contexte, l'USS Indianapolis, CA-35, reçut une mission top secrète, transporter des composants clés de la bombe atomique Little Boy, dont le cœur d'uranium enrichi, de la base navale de San Francisco à l'île de Tinian, dans les Mariannes. Cette bombe serait larguée sur Hiroshima le 6 août, marquant un tournant dans l'histoire de l'humanité. Mais le navire qui contribua à changer le cours de la guerre fut oublié par ceux qui étaient censés le protéger. Des 1195 hommes à bord, près de 900 survécurent au naufrage initial,
jetés à la mer sans provisions adéquates, beaucoup sans gilet de sauvetage et avec seulement quelques radeaux pneumatiques. Le navire n'envoya jamais de signal de détresse. Aucune alerte ne fut enregistrée. Ce qui suivit fut l'une des odyssées de survie les plus brutales de l'histoire navale. Pendant 5 jours interminables, les naufragés ont dérivé sous le soleil tropical ardent, dans des eaux infestées de requins océaniques. Leur plus grand ennemi n'était pas seulement la mer, mais le silence. Personne ne savait qu'ils étaient là. L'eau salée brûlait leurs corps blessés. La soif provoquait le délire. Certains buvaient de l'eau de mer, ce qui les rendait fous. Les plus faibles mouraient d'hypothermie pendant la nuit ou s'effondraient sous le soleil brûlant pendant la journée. Les requins attaquaient par le fond, attirés par le sang et le mouvement. Des récits glaçants parlent d'hommes soudain entraînés sous l'eau, de cris dans la nuit, de corps dévorés sous les yeux de leurs camarades. Ce fut la plus grande attaque de requins sur des humains jamais documentée dans l'histoire moderne. La marine américaine ne remarqua pas la disparition du navire. Ce n'est que le 2 août, lorsque le lieutenant Wilbur Gwyn, pilote d'un Lockheed Ventura en patrouille de routine, repéra les survivants, qu'une opération de sauvetage fut lancée. Lorsque navires et avions arrivèrent enfin pour les secourir, seuls 316 hommes étaient encore en vie. Plus de 870 étaient morts, non pas des suites du naufrage, mais de froid, de blessures non soignées, de déshydratation, de folie et des requins. L'impact fut dévastateur, mais plutôt que d'en assumer la responsabilité, la marine imputa la responsabilité au capitaine du navire, Charles Butler McVeigh III, l'accusant de ne pas avoir effectué le zigzag, une manœuvre d'évitement contre les sous-marins, malgré des conditions de navigation dangereuses et sans escorte. Lors d'un procès très controversé, il fut reconnu coupable de négligence, bien que le commandant du sous-marin japonais, Hashimoto, ait témoigné pour sa défense et affirmé que rien n'aurait pu changer l'issue de l'attaque. Pendant des décennies, McVeigh a vécu avec le stigmate de la culpabilité, harcelé par les lettres des familles de marins décédés. Finalement, en 1968, incapable de supporter plus longtemps la pression, il s'est suicidé dans son jardin, serrant contre lui son revolver de service et une petite figurine de marin. Ce n'est qu'en 2000 que le Congrès américain a officiellement exonéré le capitaine McVeigh, reconnaissant qu'il avait été tenu à tort pour responsable d'une série d'erreurs institutionnelles. Cependant, il a fallu attendre 2001 pour que la marine corrige son bilan officiel. En 2017, plus de 70 ans après le naufrage, une expédition menée par Paul Allen, cofondateur de Microsoft et philanthrope passionné d'histoire navale, a localisé les restes de l'USS Indianapolis à plus de 5500 mètres de profondeur au nord de la mer de Célèbes. Cette découverte a non seulement confirmé les détails du naufrage, mais a également offert une forme de clôture, une tombe symbolique visible pour les familles et la nation. Le naufrage de l'USS Indianapolis est plus qu'une tragédie militaire. C'est un sombre miroir reflétant la fragilité des systèmes, la brutalité de la guerre, la résilience surhumaine des êtres humains et le prix du silence. C'était une histoire enfouie, minimisée et pendant des années ignorée. Mais elle a survécu, tout comme ses 316 hommes, pour raconter son histoire. Aujourd'hui, le nom de l'USS Indianapolis résonne non seulement comme un symbole de sacrifice et de service, mais aussi comme un avertissement permanent. À la guerre, les erreurs ne se paient pas par l'encre, mais par des vies. Et parfois, le plus grand ennemi n'est pas visible, mais le silence qui dévore dans l'obscurité. Le Bismarck, le colosse d'acier qui a défié un empire. Dans les eaux froides et violentes de l'Atlantique Nord repose un géant endormi. Le Bismarck, fierté de la Kriegsmarine allemande, est l'un des navires de guerre les plus redoutables jamais construits. Son histoire, brève mais épique, est entrée dans la légende navale. Une traque acharnée, une bataille colossale et une chute historique de la Seconde Guerre mondiale. Le Bismarck fut lancé en 1939 et, dès son lancement, fut considéré comme une menace pour la suprématie navale britannique. Son design imposant et avant-gardiste incluait un blindage lourd, des canons de 380 mm et une vitesse sans précédent pour sa taille. Plus qu'un navire, il était un symbole de la puissance allemande en haute mer, destiné à briser le blocus britannique et à porter des coups mortels aux routes commerciales alliées. Sa première mission de combat fut aussi sa dernière. En mai 1941, le Bismarck appareilla, accompagné du croiseur Prince. Eugène
en vue d'une opération de raid dans l'Atlantique. Objectif, couper les lignes d'approvisionnement vitales pour la Grande-Bretagne. Mais à peine avaient-ils commencé qu'ils furent repérés. S'ensuivit l'une des poursuites les plus célèbres de l'histoire navale. Dans le détroit du Danemark, le Bismarck affronta le cuirassé britannique HMS Hood, fierté de la Royal Navy. L'engagement fut brutal et bref. Une seule bordée du Bismarck le fit voler en éclats, tuant plus de 1400 marins en quelques minutes. Le Royaume-Uni était sous le choc. Dès lors, l'ordre était clair, couler le Bismarck à tout prix. Pendant des jours, le navire allemand fut poursuivi par toute la flotte britannique. Avions des porte-avions, destroyers, cuirassés, tous dans l'ombre du monstre d'acier. Finalement, après qu'une torpille eut détruit son gouvernail, le Bismarck fut condamné. Aux premières heures du 27 mai 1941, il fut touché par un barrage de tir des cuirassés britanniques King George V et Rodney. Endommagé, encerclé et sans défense, le colosse finit par couler, emportant avec lui plus de 2000 marins allemands. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant des décennies, l'emplacement exact de l'épave reste un mystère. Ce n'est qu'en 1989 que l'explorateur sous-marin Robert Ballard, celui-là même qui a découvert le Titanic, localise les restes du Bismarck à près de 4800 mètres de profondeur. Ce qu'il voit est époustouflant, la coque presque intacte, les canons toujours pointés vers l'horizon, le silence éternel d'une guerre qui s'achève au fond des mers. Le Bismarck représente plus qu'une prouesse d'ingénierie navale. Il rappelle la brutalité de la guerre, l'obsession de la suprématie et le prix payé pour l'arrogance militaire. Sa chute fut non seulement une victoire stratégique alliée, mais aussi un mythe fondateur de l'histoire navale du XXe siècle. Maus Tank, le monstre d'acier qui n'a jamais rugi. Dans les derniers soubresauts du Troisième Reich, alors que la défaite était déjà inévitable, Adolf Hitler et ses ingénieurs commencèrent à imaginer des armes si puissantes qu'elles pourraient changer le cours du conflit. Ainsi naquit l'un des projets les plus ambitieux, absurdes et redoutables de la guerre, le Panzerkampfwagen 8 Maus, le char le plus grand et le plus lourd jamais construit. Conçu par le légendaire ingénieur Ferdinand Porsche, le Maus n'était pas seulement un char, mais une véritable forteresse mobile. Il pesait 188 tonnes, soit plus qu'un Boeing 747 vide. Il mesurait près de 10 mètres de long et son blindage pouvait résister à pratiquement tous les obus anti-chars de l'époque. Son canon principal était de 128 mm, avec un canon secondaire coaxial de 75 mm. En théorie, il pouvait détruire n'importe quel char allié avant qu'il ne puisse s'approcher suffisamment pour contre-attaquer. Mais cette puissance avait un prix, la mobilité. Le Maus était lent, peu robuste et trop lourd pour franchir des ponts ordinaires. Pour le déplacer, des solutions furent imaginées, comme le franchissement à gué des rivières à l'aide de tubas ou la construction de passages spéciaux. Sa consommation de carburant était colossale, sa taille le rendait impraticable sur tout autre terrain que l'asphalte ou les espaces ouverts. C'était par essence un monstre trop imposant pour une véritable guerre. Seuls 2 prototypes furent construits avant l'effondrement de l'Allemagne. Aucun n'a combattu. L'un fut détruit par ses opérateurs allemands pour éviter qu'il ne tombe aux mains de l'ennemi. L'autre fut capturé intact par les forces soviétiques qui l'assemblèrent partiellement et l'étudièrent attentivement. Aujourd'hui, ce prototype est exposé au musée des chars de Koubinka, en Russie, témoignant de la folie du nazisme alimentée par les armes. Le Maus représente l'apogée d'une stratégie militaire erronée, celle de s'appuyer sur des machines colossales comme sur une arme miracle. Tandis que l'Allemagne investissait dans ce mastodonte d'acier, les Alliés produisaient des milliers d'armes polyvalentes et efficaces. Le résultat était inévitable. Le Maus n'a pas sauvé le Reich. Il n'a pas remporté une seule bataille. Il n'a même pas tiré un seul coup de feu au combat. Il était, tout simplement, le symbole de la mégalomanie d'Hitler et du décalage entre ses rêves de guerre et la réalité. Pourtant, son existence continue de fasciner les historiens, les modélistes et les passionnés de guerre. Sa simple conception soulève des questions troublantes. Que se serait-il passé si le Maus avait été produit en série? Aurait-il pu changer le cours de certaines batailles? Ou n'aurait-il fait qu'accélérer la chute du Reich? Quoi qu'il en soit, le Maus reste un avertissement en forme de char. Plus grand n'est pas toujours synonyme de meilleur, et en guerre, l'efficacité prime souvent sur l'excès. Le trésor du SS Gersopa, de l'argent dans les profondeurs.
Dans l'immensité et la trahison de l'Atlantique Nord, où les vagues peuvent atteindre la hauteur des immeubles et où le vent coupe la peau comme un rasoir, se cache l'un des secrets les plus convoités et mystérieux de la Seconde Guerre mondiale. Un secret qui a dormi pendant plus de 7 décennies dans l'obscurité abyssale de l'océan. Le naufrage du SS Gersopa, un modeste navire marchand britannique devenu sans le vouloir une légende sous-marine. Le SS Gersopa fut construit au début du XXe siècle. C'était un navire à vapeur robuste, initialement destiné aux routes commerciales entre l'Empire britannique et ses colonies. Pendant des années, il transporta des marchandises courantes, métaux, thé, coton, machines. Mais lorsque la guerre éclata en Europe et que les océans devinrent des champs de bataille, la routine disparut. En 1940, le Gersopa fut réquisitionné par le ministère britannique des Transports, comme tant d'autres navires civils, et fut intégré à la vaste flotte marchande qui maintint la Grande-Bretagne en vie malgré le blocus nazi. C'est en décembre de cette année-là que le Gersopa entreprit son voyage le plus funeste. Il quitta Calcutta en Inde, chargé d'un assortiment de marchandises essentielles à l'effort de guerre, du thé, des lingots de fer et autre chose. Quelque chose qui allait changer son histoire à jamais. Plus de 200 tonnes d'argent, soit l'équivalent de millions de livres sterling à l'époque. Sa destination était le port de Galway, sur la côte ouest de l'Irlande, où il devait livrer la cargaison destinée à alimenter une économie britannique au bord de l'effondrement. Mais le voyage fut tout sauf simple. L'Atlantique était infesté de sous-marins allemands. Ces redoutables sous-marins rôdaient tels des requins dans le brouillard, attendant la dispersion des convois. Et c'est ce qui arriva. En février 1941, malmené par une tempête, le Gersopa se sépara du convoi SL-64. Presque à court de carburant et seul, il devint une cible facile. C'est alors que le sous-marin U-101, sous le commandement du capitaine Ernst Mengersen, le localisa. Avec une précision mortelle, il lança une seule torpille. L'obus toucha le flanc du Gersopa, qui commença aussitôt à couler. Il n'y eut pas le temps de communiquer efficacement ni de lancer des signaux de détresse. Un seul membre d'équipage survécut sur les 85 à bord. L'officier Richard Ayres, qui réussit à s'accrocher à un radeau de sauvetage pendant 13 jours en mer, jusqu'à ce qu'il soit secouru par une corvette britannique. Pendant des décennies, l'histoire du Gersopa est restée un récit à moitié oublié dans les archives navales. On savait qu'il transportait de l'argent, qu'il avait été torpillé, mais sa localisation exacte demeurait un mystère. Certains disaient qu'il se trouvait près de l'Irlande, d'autres qu'il avait sombré plus au sud. Faits et légendes se mêlaient comme les courants océaniques. Tout a changé en 2011, lorsque la société américaine Odyssey Marine Exploration, spécialisée dans les sauvetages à haut risque, a lancé une opération de recherche de pointe. Grâce à des véhicules sous-marins autonomes et à des sonars haute résolution, ils ont réussi l'impensable. Retrouver les restes du Gersopa à plus de 4700 mètres de profondeur. Là, en grande partie intacte, gisait la coque du navire, recouverte de vases, avec sa précieuse cargaison encore scellée dans les cales. Le sauvetage, réalisé entre 2012 et 2013, fut un véritable exploit d'ingénierie. Plus de 110 tonnes d'argent, dont des lingots et des pièces, furent récupérés lors de ce qui est considéré comme la plus grande récupération de métaux précieux dans une épave. Le trésor émergea des abysses comme si le temps s'était arrêté, protégé par la pression et le froid extrême des fonds marins. Mais cette découverte fut bien plus qu'un succès financier. C'était aussi une renaissance symbolique. Chaque lingot portait la marque du gouvernement britannique, chaque boîte témoignait de l'effort désespéré pour soutenir un empire en guerre, chaque pièce d'argent témoignait du sacrifice d'un équipage oublié. Les pièces, gravées de la date de 1940, étaient des capsules temporelles reliant l'histoire à la mémoire. Aujourd'hui, le SS Gersopa est considéré comme un cimetière militaire, et son histoire est relatée dans les musées, les documentaires et les livres. Il est honoré non seulement comme un naufrage épique, mais aussi comme un symbole des difficultés logistiques liées à la guerre, de la puissance de la mer et des secrets qui reposent encore dans les profondeurs. Car à la guerre, il n'y a pas que des batailles qui sont perdues. Des fortunes sont aussi perdues, dont beaucoup, comme le Gersopa, attendent encore sous les flots d'être redécouvertes. 42 attentats, l'homme qui a trompé la mort.
Adolf Hitler fut, sans exagération, l'un des dirigeants les plus surveillés, protégés et paranoïaques de l'histoire. Pourtant, durant son règne, il fut confronté à au moins 42 tentatives d'assassinat documentées, allant de simples attentats improvisés à des complots complexes orchestrés par de hauts responsables militaires. Ce chapitre aborde non seulement le nombre impressionnant de tentatives, mais aussi certaines des plus emblématiques, explorant comment et pourquoi elles ont échoué. L'une des premières et des plus audacieuses attaques fut l'œuvre de Georg Elser, un charpentier allemand. Convaincu qu'Hitler devait mourir pour sauver l'Allemagne, il agit de sa propre initiative. Pendant des mois, il infiltra la brasserie Bürgerbräukeller de Munich, où Hitler prononçait son discours annuel commémorant le putsch manqué de 1923. Elser creusa un compartiment dans la colonne derrière la plateforme et y plaça une bombe à retardement. Le 8 novembre 1939, la bombe explosa comme prévu. Mais Hitler était parti 13 minutes plus tôt, interrompant son discours en raison de problèmes météorologiques affectant son transport. L'explosion tua 8 personnes et en blessa des dizaines. Mais Hitler s'en sortit indemne. Elser fut capturé et, après des années de captivité, exécuté en 1945. Son acte solitaire, méticuleux et courageux, est aujourd'hui considéré comme l'une des tentatives les plus sérieuses et les plus impressionnantes techniquement. La tentative la plus connue et la plus élaborée fut probablement l'opération Valkyrie, dirigée par le colonel Klaus von Stauffenberg, qui, horrifié par les atrocités du régime, dirigea un réseau d'officiers de l'armée déterminés à tuer Hitler et à prendre le contrôle du gouvernement. Le 20 juillet 1944, Stauffenberg assista à une réunion au Repère du Loup, le quartier général d'Hitler en Prusse orientale. Il transportait une bombe dissimulée dans sa mallette. Il la laissa sous la table et s'excusa pendant que l'engin, activé par un détonateur chimique, comptait les secondes. L'explosion fut dévastatrice, tuant 4 personnes et en blessant de nombreuses autres. Mais Hitler, protégé par l'imposante structure de la table en chêne, survécut avec des blessures légères. Cette tentative avortée déclencha une vague de représailles. Stauffenberg fut exécuté la nuit même et plus de 7000 personnes furent arrêtées. Quelques 4980 furent condamnés et beaucoup exécutés. Ce fut la dernière tentative sérieuse au sein même de l'armée. Une autre tentative curieuse fut celle du jeune étudiant en théologie suisse Maurice Bavo, qui décida d'assassiner Hitler pour des raisons idéologiques et morales. Il acheta un pistolet et se rendit en Allemagne. En novembre 1938, il se tint dans la foule lors d'un défilé à Munich avec l'intention de l'abattre. Cependant, il ne put s'approcher suffisamment. Hitler était encerclé par des soldats et des officiers SS, et le tireur potentiel était dissuadé par la peur de rater sa cible et d'être découvert. Bavo fut capturé quelques jours plus tard, exécuté en 1941 et proclamé martyr des décennies plus tard pour son opposition au nazisme. Général Henning von Treschow, autre membre important de la résistance intérieure allemande, participa à de multiples complots. En 1943, il prépara une bombe dissimulée dans une caisse d'alcool et la plaça dans l'avion transportant Hitler depuis Smolensk. La bombe, équipée d'un détonateur chimique britannique, devait exploser en plein vol. Mais en raison du froid extrême dans la soute de l'avion, le détonateur ne fonctionna pas. Hitler arriva sain et sauf à Berlin, ignorant à quel point il avait frôlé la mort. Treschow continua de comploter jusqu'à son suicide en juillet 1944, après l'échec de l'opération Valkyrie. Des alliés comme le Royaume-Uni et les États-Unis ont également envisagé d'éliminer Hitler. L'opération Foxley, conçue par le SOE britannique en 1944, consistait à l'assassiner alors qu'il se promenait dans sa retraite de Berghof. Un tireur d'élite aurait tiré depuis un point d'observation élevé. Mais l'opération n'a jamais été menée, en partie à cause des inquiétudes quant aux implications politiques. Tuer Hitler, selon certains, risquait de prolonger la guerre si son successeur consolidait plus efficacement son pouvoir. Les États-Unis, de leur côté, ont formulé des propositions étranges, comme féminiser Hitler avec des hormones pour le déstabiliser ou distribuer de faux tracts pour semer la suspicion dans son entourage. Aucun de ces plans n'a été mis à exécution. Pourquoi toutes ces tentatives ont-elles échoué? La survie d'Hitler a fait l'objet de débats et de spéculations. Certains l'attribuent au hasard.
D'autres pointent du doigt l'extrême paranoïa du dictateur, qui modifiait constamment son emploi du temps, limitait ses contacts avec le public et ne comptait que sur un cercle restreint. Ses résidences étaient protégées par de multiples réseaux de sécurité. Les réunions étaient imprévisibles. Les participants étaient rigoureusement contrôlés. Hitler n'utilisait pas de voitures ouvertes et ne se laissait pas voir dans les espaces publics. De plus, la culture de la peur qui régnait en Allemagne nazie rendait les complots difficiles à organiser. La Gestapo, les informateurs et l'appareil répressif étouffaient toute tentative de dissidence. Nombre d'attentats ne dépassèrent jamais le stade de la planification. Bien qu'ils aient tous échoué, les 42 attentats contre Hitler n'ont pas été vains. Ils révèlent qu'en Allemagne même, il existait une résistance, des hommes et des femmes qui ne partageaient pas son idéologie, qui n'étaient pas complices de l'extermination et qui ont risqué et perdu leur vie pour un avenir différent. Klaus von Stauffenberg, Georg Elser, Henning von Tresckow. Aujourd'hui, leurs noms apparaissent sur des places, des écoles et des monuments dans toute l'Allemagne. Ils nous rappellent aussi une dure leçon. Parfois, le mal survit grâce à l'indécision, à la peur ou à la chance. Hitler n'était pas immortel. Il était simplement le bénéficiaire d'une série de circonstances qui l'ont maintenu en vie jusqu'à ce qu'il décide de se suicider. Le 30 avril 1945, dans le bunker de Berlin, Hitler se suicida aux côtés d'Eva Braun. Il mourut sans procès, sans avoir été fusillé, mais son régime, sa vision et son empire de haine s'effondrèrent peu après. Sur les 42 fois où la mort frappa à sa porte, il ne la laissa entrer qu'une seule fois. Et c'était trop tard. Mais si ces 42 tentatives avortées nous apprennent quelque chose, c'est que même dans les régimes les plus brutaux, la résistance existe toujours. Tout le monde n'a pas obéi aveuglément. Tout le monde n'est pas resté silencieux. Tout le monde n'a pas eu peur. L'histoire des conspirateurs contre Hitler est l'histoire parallèle de l'Allemagne non nazie, de ceux qui ne scandaient pas « Heil », de ceux qui savaient que le Reich n'apportait pas la grandeur, mais la dévastation. Nombre d'entre eux étaient des hommes ordinaires, charpentiers, théologiens, officiers subalternes. D'autres, comme von Stauffenberg ou von Tresckow, étaient des soldats de carrière, formés pour servir l'État, mais qui choisissaient la moralité plutôt que l'obéissance. Ces hommes et ces femmes ont défié non seulement le dictateur, mais aussi un système qui surveillait chaque geste, écoutait chaque soupir et punissait chaque hésitation par l'exil, la prison ou la mort. Dans bien des cas, ils savaient qu'ils ne survivraient pas, et pourtant ils ont essayé. Ils ne l'ont pas fait pour la gloire personnelle, ils l'ont fait par conviction. Dans leurs lettres, leurs journaux et leurs testaments, ils ont parlé de dignité, de rédemption, de l'espoir qu'une Allemagne différente émergerait un jour des décombres. Et il l'a fait. Des décennies plus tard, l'Allemagne réunifiée ne cache pas ses chapitres. Elle les honore. À Berlin, une statue commémore Elser. À Stuttgart, une école porte le nom de Stauffenberg. À Munich, des pavés de bronze commémorent ceux qui ont tenté d'arrêter le monstre de l'intérieur. De tels actes symboliques rappellent que la mémoire ne peut être enterrée, même par la peur. Paradoxalement, le fait qu'Hitler se soit suicidé, sans avoir été éliminé par l'un de ses ennemis, n'entame en rien le courage de ceux qui ont tenté l'exploit. Au contraire, cela magnifie leur héritage, car ils ne combattaient pas pour une victoire personnelle, mais pour un pays qui, une fois de plus, affronterait le monde et dirait « Nous aussi, nous résistons ». Hitler est tombé lorsque son empire s'est effondré de l'intérieur. Les villes étaient en cendres, les populations mouraient de faim et la machine de guerre ne pouvait plus se maintenir. Il n'a pas été tué par une balle, mais sa fin a été tout aussi dévastatrice. Isolé, trahi et acculé par le monde entier, y compris son propre peuple. Ainsi s'achève cette chronique. 42 occasions gâchées par l'histoire, mais pas par la mémoire. Car dans chacune de ces tentatives réside la possibilité d'une humanité plus courageuse, une humanité qui n'attend pas que le mal s'effondre de lui-même, mais qui se lève et l'affronte, même si elle sait qu'elle pourrait ne pas survivre à la tentative. Aujourd'hui, ces 42 années ne sont pas un symbole d'échec, elles sont un symbole de résilience. Et peut-être aussi un appel. Il n'est jamais trop tard pour agir, pour s'exprimer, pour arrêter ce qui doit l'être. L'armée fantôme, art, tromperie et victoire. Dans les annales moins connues de la Seconde Guerre mondiale, il existe une histoire qui, à première vue, semble tout droit sortie d'un roman.
On n'y trouve ni héros décorés, ni bataille entre deux feux. On y trouve plutôt des pinceaux, des décors, des sons préenregistrés et une troupe d'artistes, d'architectes et de graphistes devenus des soldats de la tromperie. C'est l'histoire de l'armée fantôme, le quartier général du 23e régiment des troupes spéciales américaines, une unité dont l'existence est restée secrète pendant plus de 50 ans et dont l'impact tactique fut aussi subtil que décisif. Alors que les divisions blindées avançaient et que les lignes de front brûlaient en Europe, ce groupe inhabituel d'environ 1100 hommes se déploya sur tout le continent, équipé non pas de fusils, mais de bâches, de haut-parleurs, de chars gonflables et d'émetteurs. Leur mission était singulière, tromper l'ennemi, leur spécialité, l'art de l'illusion. Les soldats de l'armée fantôme organisaient des opérations de diversion complètes. En quelques heures, ils pouvaient simuler le déploiement d'une division militaire entière, casernes, véhicules, armes lourdes et même le tumulte des troupes. Leurs chars étaient en caoutchouc, leurs avions en toile. Ils installèrent ces décors à des endroits stratégiques, détournant l'attention de l'ennemi des véritables mouvements alliés. Mais ils ne s'arrêtèrent pas là. À l'aide de puissants haut-parleurs montés sur des camions, ils reproduisirent les sons des colonnes militaires en marche, du rugissement des moteurs et du chargement des armes. La tromperie auditive complétait parfaitement l'illusion visuelle. Et pour renforcer la mascarade, un troisième élément fut ajouté, la tromperie radio. Des opérateurs experts transmettaient de faux messages, imitant les schémas de communication des unités réelles, convainquant les intercepteurs allemands de l'authenticité de ce qu'ils entendaient. Lors d'opérations comme celle de Normandie, où la surprise était essentielle, l'armée fantôme contribua à tromper le haut commandement allemand quant au lieu réel du débarquement. Plus tard, lors de la bataille du Rhin, elle simula le passage de divisions entières à un faux point du fleuve, permettant ainsi à de véritables troupes de le faire sans opposition sur un autre secteur. Chaque manœuvre exécutée par cette unité pouvait sauver des centaines, voire des milliers de vies. Malgré leur courage, leurs exploits restèrent méconnus pendant des décennies. Les membres du 23e quartier général ne portèrent pas d'armes, mais ils risquèrent leur vie derrière les lignes ennemies. Leur outil était la créativité, leur champ de bataille, leur perception.